première question, je pense que tout le monde a entendu parler d'OpenStreetMap, mais bon, on va quand même commencer par le début. Tu peux nous présenter brièvement OpenStreetMap? Un projet né il y a... On va fêter nos 10 ans, donc c'est pas un projet nouveau. Constitution d'une base de données cartographique sous licence libre, de façon collaborative. Voilà. Et après, on peut en faire plein de choses géniales. C'est très bien résumé. On discutait l'autre jour et tu m'as dit quelque chose qui m'a un peu marqué et voilà, que j'aimerais te refaire redire devant tout le monde aujourd'hui. Que tu plaçais plutôt l'open data dans une approche sur les biens communs plutôt que... tu plaçais plutôt OpenStreetMap avec une approche sur les biens communs qu'une approche sur l'open data. Donc voilà, pourquoi tu m'as dit ça? J'aimerais, voilà, ça me hante la nuit, j'aimerais en savoir un peu plus. OpenStreetMap a démarré il y a 10 ans parce qu'il n'y avait pas d'open data. Donc en fait, on a créé de la donnée, on a reconstitué de la donnée parce que cette donnée, on savait qu'elle existait, mais on n'y avait pas accès. Donc moi, ça me dérange toujours aujourd'hui quand on met OpenStreetMap dans Open Data. Alors c'est de la donnée qui est disponible sous licence libre, on peut en faire des choses au même niveau que ce que l'on fait avec des données issues de l'open data. Pour moi, l'open data, c'est des données qui existent déjà, qu'on n'avait pas pensé à partager, dans le meilleur des cas, ou qu'on ne voulait pas partager, c'est le cas moins sympa, et tout d'un coup, on se met à la partager parce qu'on a compris qu'il y avait un certain intérêt à le faire. OpenStreetMap, c'est l'inverse en fait. Dès le départ, on est parti du principe qu'il fallait que la donnée géographique soit librement accessible et donc on l'a créée et on continue à la créer tous les jours. Donc c'est la différence pour moi il y a une grosse différence pour moi entre la logique des biens communs et la logique de l'open data. L'open data est souvent plutôt à sens unique, c'est-à-dire qu'il y a un producteur de données, hein, dans vos slides, il y a souvent un producteur et des réutilisateurs. Alors parfois, oui, les pistes sont un peu brouillées, on se retrouve, les réutilisateurs peuvent à nouveau renvoyer plus ou moins des choses dans l'autre sens, mais ça, je pense que c'est encore beaucoup du domaine de la promesse, un petit peu comme le killer app. Il n'y a pas encore beaucoup de boucles de ce type-là qui existent vraiment. OpenStreetMap, par contre, les gens qui contribuent sont des gens qui utilisent, et les gens qui utilisent sont des gens qui contribuent. Donc il n'y a pas vraiment de frontières, et on est vraiment dans une création ensemble, collaborative, d'un bien commun. Et c'est très différent pour moi. Est-ce que les gros utilisateurs, en tout cas réutilisateurs d'OpenStreetMap, je pense à Mapbox, Telenav, etc., est-ce que eux aussi sont du coup gros contributeurs? Ils sont des contributeurs très importants à plusieurs niveaux. Premièrement, pour donner de la visibilité au projet. C'est-à-dire simplement le fait que Mapbox fasse des cartes qui sont belles, qui sont jolies, qui sont utilisées par leurs clients et tout, ça déjà, ça fait un bien fou au projet, ça nous rend visible. Ensuite, ils ont aussi un apport en termes de code, c'est-à-dire que les données c'est une chose, mais il faut aussi des outils pour pouvoir les manipuler. Là, Mapbox a quand même fait beaucoup de choses, donc ça c'est aussi intéressant. Telenav a peut-être été plus actif sur la partie données, c'est-à-dire que, donc eux, pour ceux qui ne connaissent pas Telenav, c'est une société américaine qui fait des applications de navigation, de calcul d'itinéraire et d'aide à la navigation, et donc ils ont à ce titre des milliards de traces GPS qui sont enregistrées, et ils ont amélioré les données OSM à l'aide de ces traces GPS, et ils repartagent ces améliorations. Alors ensuite, il faut un certain rythme pour les réintégrer vraiment dans la base de données OpenStreetMap. C'est le problème parfois de la volumétrie des données qu'on nous met à disposition. Mais on peut avoir le même cas avec les données en open data. Donc oui, il y a un bon circuit, il y a un bon aller-retour.
qui est aussi en fait organisé et voulu au sein d'OpenStreetMap par le choix de la licence qu'on a fait. On a fait le choix d'une licence avec une clause de partage à l'identique, ce qui fait que les améliorations qu'on peut faire sur les données OpenStreetMap, il faut les repartager. C'est indispensable dans le cadre de données géographiques pour moi, parce que la donnée géographique décrit le monde réel, le terrain. Or, le terrain, il ne fait que de changer. Et si on n'est pas tous en train de travailler à la mise à jour permanente et constante de ces données, eh ben, notre donnée, elle est périssable et en quelques années, elle perdrait tout son intérêt. Souvent, j'explique que la richesse d'OSM, ce ne sont pas ses données, mais c'est sa communauté. Si aujourd'hui on effaçait toutes les données OpenStreetMap, la communauté des contributeurs OSM recréerait cette donnée. Alors que si on supprime la communauté, dans quelques années, on ne parle plus des données OpenStreetMap parce qu'elles ne seront plus à jour et plus personne n'en voudra. Tu m'as aussi parlé de quelque chose qui était assez frappant, c'est la communauté française qui est particulièrement active, en me disant que finalement, si la communauté avait été si active et si soudée, c'était aussi dû au retard relatif des institutions françaises en matière de libération de l'information géographique. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus ? Oui, alors je vais t'en dire plus en prenant l'exemple inverse, en prenant le cas des États-Unis. Aux États-Unis, il y a des données géographiques qui sont disponibles. Ça s'appelle la base Tiger. C'est une base d'une qualité qui est assez moyenne, voire même médiocre, et qui a été massivement importée dans OpenStreetMap. En fait, ça n'a pas... ça a un peu tué l'éclosion d'une communauté OpenStreetMap aux États-Unis qui a mis beaucoup plus de temps à se développer que chez nous. Nous, à l'inverse, on avait une sorte de carte blanche, et puis bon, le challenge, c'est on va essayer de rattraper notre retard. Donc, il y a certaines données, par exemple, l'hiver dernier, on a terminé de tracer le découpage de toutes les communes françaises. Ça nous a pris 5 ans, puisqu'on a 36 682 communes, non, à peu près, et retracer toutes ces petites limites à partir des planches cadastrales qu'on a prises une à une, ça a généré à minima 9,5 millions de clics. Donc voilà, ça a pris 5 ans. Et oui, parfois c'est un peu utopique ce travail de fourmi que l'on fait, mais quand on a terminé ça, on était vraiment fiers du boulot qu'on avait accompli. Alors que si ces données avaient été disponibles, on les aurait prises, on les aurait importées, on n'aurait pas forcément vérifié leur qualité. Or, pour les limites de communes, ce qu'on a pu vérifier, c'est que par rapport à des données officielles, on n'était pas moins bon, on était plutôt même meilleur. Donc c'est aussi le problème de certains jeux de données qui sont anciens, on ne les rafraîchit pas assez souvent, et en repartant de zéro comme on le fait, ça nous oblige de retourner sur le terrain et de vérifier que c'est bien ça. Tu me parles de repartir de zéro. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de la base adresse ? Je sais que c'est un gros projet en ce moment, et de la manière dont vous vous y prenez. Alors la base adresse, ça c'est une arlésienne, un serpent de mer, voilà. Ça fait des années qu'en France, on a identifié la nécessité d'avoir une base adresse nationale. Et ça fait des années que ça n'avance pas. Et donc nous, il y a à peu près 1 an, on s'est dit, tiens, est-ce qu'on pourrait faire quelque chose à ce niveau-là ? Alors on a regardé les données qu'on avait dans OpenStreetMap. Bon, on avait 1,5 million d'adresses à l'époque, on dit oui, mais il y en a combien en France ? Alors même ça, c'est un chiffre. Si vous trouvez quelqu'un qui peut vous dire il y a tant d'adresses en France, alors là, je serais content d'avoir le chiffre, parce que ça varie entre 15, 20, 25, voilà. En
en fonction de ce qu'on peut lire, on ne sait pas vraiment. Donc on s'est posé la question, comment faire. On a fait un appel aux collectivités qui avaient des données adresses. On a fait le compte de ce qu'il y avait en open data. Alors aujourd'hui, il y a à peu près 1 300 000 adresses en open data disponibles en France. On va pas loin avec ça. Donc, alors, OSM plus l'open data. Bon, allez, ça va faire quoi? Peut-être 3 millions d'adresses. Bon, même pas, parce qu'il y en a beaucoup, en fait, ce sont les mêmes. Et le reste. Donc, on a creusé, puis on se dit, bon, on avait des outils qui savaient extraire les formes des bâtiments du cadastre. On dit, mais oui, mais dans le cadastre, il y a aussi les adresses, est-ce qu'on y arriverait? Et on a un développeur qui s'est penché sur la question et qui a réussi à faire quelque chose. Donc on a créé, dans le courant du mois de mai, on a fait tourner tranquillement nos petits aspirateurs d'adresses pour récupérer toutes ces adresses du cadastre. Alors le mois de mai était propice parce qu'avec les ponts, le site du cadastre n'était pas trop utilisé. On a pu y aller un peu plus joyeusement pendant quelques ponts. Et allez, je vous donne un chiffre quand même, parce qu'on fait ça d'une façon qui est quand même assez alambiquée. On demande des impressions PDF sur le site du cadastre pour avoir des données qui sont en fait vectorielles. Et on a demandé un petit peu plus d'1 million d'impressions PDF. Bon. Donc c'est pour ça qu'on a fait ça plutôt le soir et le week-end. Et résultat, on a créé une base qui aujourd'hui contient 15 millions d'adresses. Alors on n'a pas tout, parce que le cadastre n'est pas vectoriel partout en France. Il y a encore 20% à peu près des communes qui n'ont pas de cadastre vectoriel. Mais 15 millions d'adresses, ça permet déjà de commencer. Et il y a un réel intérêt par rapport à cette base. On a des services de secours qui se sont rapprochés de nous, des pompiers, des SAMU. On a même des collectivités locales qui nous ont dit mais vous avez beaucoup plus d'adresses que ce que nous on a. Bon, d'accord. Et puis on a des gens qui sont spécialistes de ce domaine-là, qui vendent des bases adresses, qui ont comparé ce qu'ils vendaient avec ce qu'on avait pu constituer. Ils nous ont dit ce que vous avez constitué, c'est bien complet, c'est de bonne qualité. Donc voilà, dans le côté je vais avoir du mal à vendre mes données, voilà, c'est un petit peu de ça. Maintenant, ce qu'on voudrait, c'est passer justement à un bien commun. Parce que c'est une donnée qui est tellement... c'est un socle pour tellement de choses. Il y a énormément de données en open data aujourd'hui qui font référence à des adresses postales, mais on n'a pas la localisation. Il y a 10 jours, il y avait un hackathon du ministère de l'Intérieur. Moi, j'ai donné un coup de main à une équipe qui travaillait sur les accidents de la route. Et dans la base de données des accidents de la route, il y a des coordonnées géographiques qui sont indiquées. Il y en a beaucoup qui sont de très mauvaise qualité, qui sont fausses. Il y a des adresses. Alors, pour passer de l'adresse à la position géographique, pour savoir sur quelle route c'était, dans quel virage c'était, est-ce qu'il y a un point noir à tel endroit si on veut faire des études comme ça, il faut des données d'adresse de qualité. Quand vous appelez les pompiers parce qu'il y a eu un accident sur un chantier, parce qu'on est en train de construire une maison, l'adresse est toute fraîche, toute nouvelle, les pompiers ne peuvent pas attendre 3 ans que cette adresse figure dans les bases de référence. Donc il faut qu'on ait un vrai travail collaboratif sur ce socle, sur un bien commun, parce qu'il y a des vies qui sont en jeu aussi. Voilà. Ok. Pour la question de la fin, on va fêter les 1 an, je crois, de la signature de la charte Open Data du G8. Qu'est-ce que ça t'inspire? Alors oui, j'ai vu ça il n'y a pas longtemps, que ça fait un petit peu plus d'1 an que cette charte a été signée. Il y avait pas mal de projets, de choses qui étaient considérées comme prioritaires, qu'il fallait mettre en œuvre. Bon, je sais que le temps administratif n'est pas toujours celui auquel moi je suis plus habitué. Il y a des données pour lesquelles on ne parle toujours pas d'ouverture. Par exemple, le nombre de fois où j'ai pu râler sur le fait qu'un truc aussi bateau, basique, que les codes postaux ne sont toujours pas disponibles en open data en France, c'est lamentable. Le code postal, c'est les années 70 quand même. Donc je peux aller reprendre mon petit cahier
un petit peu cacadois, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce petit cahier cacadois des années 70, et puis recopier ce qu'il y a dedans, mais je ne sais même pas si j'ai le droit, il n'a pas 50 ans, donc... bon, c'est ridicule, c'est ridicule. Dans l'autre chose ridicule, je ne sais pas si vous avez vu, il y a Nicolas Baldec d'Open Météo Data a demandé, a fait jouer la loi CADA pour obtenir auprès de Météo France exactement ce qu'ils avaient vendu comme données, parce qu'il y a on peut acheter les données qui sortent des modèles de prévision de Météo France qui coûtent relativement cher. Donc Météo France a un catalogue, un tarif, voilà. Et en fait, il a fait jouer la loi CADA pour savoir si vraiment ils avaient vendu ces données. Et en fait, non, ils les vendent quasiment pas. Donc là, c'est une façon en fait de mettre des tarifs tellement élevés que personne ne les achète. Alors on ne peut pas dire, ah non, attendez, je ne peux pas libérer ces datas parce que ça va... pour mon modèle économique, ah non, il n'y en a pas, vu que de toute façon, vous ne les vendez pas. Donc bon, c'est complètement ridicule. Donc voilà, les données météo. Bon, la donnée géographique, c'est un peu plus compliqué. Là, je vais... Tu vas sauvegarder tes relations avec l'IGN, c'est bien. Oui, et puis maintenant, je commence vraiment à comprendre leurs problèmes. Donc, parce que plus on se parle, plus on commence à comprendre les problèmes des autres. Mais eux aussi commencent à comprendre le bienfait de travailler ensemble sur un bien commun. Donc, il y a vraiment un gros progrès des deux côtés. Non, je pense à la base sirène de l'INSEE, qui faisait partie des priorités. On n'en entend toujours pas parler. Voilà quoi. Donc, rendez-vous l'année prochaine pour les 2 ans de la signature de la charte, puis voir ce que ça aura donné. Non, il y a eu vraiment des progrès quand même. Un progrès important, c'est le fait que la France rejoigne l'Open Government Partnership. Ça, c'est vraiment, je pense, assez emblématique. La nouvelle version de data.gouv.fr, ça c'est vraiment... voilà, là il y a un virage très important, très clair, et on sent une vraie volonté de faire changer les choses. Le fait qu'on ait un administrateur général des données prochainement, ça aussi, ça va dans le bon sens. Il y a beaucoup de choses qui vont dans le bon sens. Donc voilà, il faut déjà voir tout ce qu'il y a de positif, et puis après, bon oui, il y a encore des choses sur lesquelles on peut râler, comme les codes postaux. Merci, je pense qu'on va couper là.